Il y a encore une part de mystère autour des circonstances qui entourent la mort de cet adolescent de 14 ans qui a été découvert, dont le cadavre a été découvert à Frampton, en Beauce, la semaine dernière. Il y a des choses qu'on sait, cependant, qui sont absolument troublantes. On sait que c'est un adolescent de Montréal qui a été envoyé ici dans le secteur dans ce secteur-là de la Beauce avec un camarade qui avait à peu près son âge. Les deux étaient équipés de fusils AK-47 et leur mission, la mission qui leur avait été donnée par des gangs de rue à Montréal, c'était de canarder, donc de tirer sur le repère des Hells Angels à Frampton. Il y a un de ces deux adolescents-là qui est décédé. Il a été retrouvé brûlé, démembré devant le repère des Hells. Je veux qu'on parle de ça ce matin avec la criminologue et sociologue Maria Mourani, qui étudie ces questions-là, qui est depuis de nombreuses années, qui est aussi une spécialiste des gangs de rue à Montréal. Madame Mourani, bonjour. Bonjour. Je vous entendais dire en entrevue ces derniers jours, Madame Mourani, qu'à Montréal, actuellement, le recrutement dans les gangs de rue, ça peut commencer aussitôt que 10 ans. C'est-à-dire qu'on prend des petits bouts de 10 ans pour les enrôler dans ces gangs-là. En fait, ça date pas de maintenant, là. C'est depuis que les gangs existent. Le recrutement à Montréal et, je dirais, au Québec, dans son ensemble, le recrutement se fait autour de 10 ans. Ce qu'il faut comprendre dans un recrutement de 10 ans, c'est pas qu'on recrute les jeunes puis on leur met des armes dans les mains, on leur met de la drogue dans les mains. Pas du tout. C'est que dans le quartier, ils sont désensibilisés tous les jours, progressivement, à la drogue, au trafic, au pimpage, à avoir des armes, à la violence. Donc, c'est une éducation, entre guillemets, à la violence, à une forme de criminalité. On les désensibilise progressivement. On peut même leur demander de faire des petites jobines, puis on leur donne un billet de 20 pour un jeune de 10 ans, c'est beaucoup, parfois même des billets de 100. C'est juste de surveiller le quartier, de dire, un petit peu de prendre des informations s'il y a des choses qui se passent dans le quartier, de dire quand la police est là, donc de watcher, comme on dit, le quartier. Ils peuvent participer aussi aux petites fêtes, aux petites rencontres qu'ils font dans certains lieux avec la musique, avec la drogue, l'alcool, etc. Donc, il y a une désensibilisation progressive du jeune à envisager le gang comme une nouvelle famille. J'entends bien qu'on les envoie pas tirer du gun à 10 ans, mais on les jette dans l'action assez rapidement. Là, à 14 ans, une Kalachnikov entre les mains à des centaines de kilomètres de Montréal, c'est brutal, là. Oh, oui, tout à fait. C'était tout ça, toute cette, désensibilisation, c'est pour les amener à 12 ans avant de la drogue, puis dans les écoles, progressivement, et puis éventuellement 14, 15, 16 ans, c'est là qu'on peut leur demander de faire toutes sortes de choses. Ça peut être des incendies criminels, ça peut être comme ce tragique événement, et on fait en sorte de leur faire comprendre, puis ce qu'il faut comprendre en termes structurels aussi, c'est que ces groupes-là, en fait, ceux qu'on appelle gangs de rue, c'est pas, il faut pas le percevoir comme des structures très solides. Mmh. Ce sont vraiment des petites cellules. Et ça, c'est depuis les années 90 là que je les observe. Ils ont pas changé beaucoup là. On va avoir une clique qui va avoir un nom, donc qui va se donner un nom et qui est constituée majoritairement d'adultes ou de jeunes adultes, et qui va avoir sous sa coupelle des petites cliques avec des mineurs. Donc, au fond, un mentor de la clique que moi j'appelle mère, là, un peu, elle va avoir ces petites cliques avec 2-3 jeunes mineurs
qui vont le percevoir un peu comme un mentor. Et puis, lorsque le mentor va leur demander de faire des choses, ben, ils vont le faire pour faire leurs preuves. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que les adultes de ces groupes-là, ils gagnent à faire affaire avec de si jeunes humains, de si jeunes humains? Ah, ils gagnent beaucoup. Malheureusement, ils gagnent beaucoup parce que au fond, eux, d'abord, c'est leur chair à canon. Hein. C'est ça. Ils en ont toujours besoin. Ça, c'est un. Deuxièmement, les enfants sont hyper manipulables. C'est des jeunes vulnérables. Faut pas oublier, hein, c'est des jeunes, qui sont en quête d'affection, en quête d'amitié, en quête d'amour, en quête de protection, en quête d'un sentiment d'appartenance à un groupe, de respect. Il y a plusieurs raisons qui font que ces jeunes-là rentrent dans les gangs, et bien sûr l'argent, les filles. Mais ça c'est comme la cerise sur le sundae. Oui, vous dites beaucoup ça, hein, Mme Mourani. Vous dites ce qui les attire d'abord, ces jeunes-là, ces pré-ados-là, avant l'argent, c'est une soif d'amour, en fait, une soif de reconnaissance. Tout à fait, tout à fait. C'est d'abord ça. En tout cas, moi, ça fait plus de 20 ans là que je suis dans le milieu, puis ça n'a pas beaucoup changé d'année en année. Les adultes, par contre, se sont de plus en plus, je dirais, monétarisés. Ouais. Comme ça. C'est vraiment du gros business pour eux, c'est tout. Avant, là, dans les années 90, même les jeunes adultes, ils avaient cette espèce d'appartenance au groupe, ce sentiment de compagnonnage, là, de bonding. Il était quand même présent. Maintenant, non, c'est juste du business pour eux. Alors, pour eux, le business, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'argent sur le sang des mineurs, hein. Ils s'en foutent. Et ils ont le bon langage. C'est-à-dire, ils vont leur dire, tu vas graduer, tu vas rentrer avec nous, on est ta famille. Puis en plus de ça, là, même s'ils te pognent, là, ben, tu vas pas prendre, là, tu vas prendre 2 ans, là, 3 ans à tout casser, tu sais, parce que t'es Québec, mineur. là, les jeunes contrevenants, c'est mineur, tu vas pas aller aux adultes. Puis c'est faux, hein. De plus en plus au Québec, on constate que les mineurs sont jugés aux adultes. Il y a beaucoup de mineurs, de plus en plus, surtout ceux qui sont attribués à des gangs, identifiés à des gangs avec des armes, qui ont commis des meurtres ou des tentatives de meurtre. De plus en plus, les procureurs de la couronne demandent que ces jeunes-là soient déférés aux adultes. Mais ça, les jeunes, ils ne savent pas. Et il faut savoir que ces jeunes-là, ils ne le font pas parce que la loi est plus clémente avec eux. Ils le font par amour, pour entrer dans le groupe. Ils le font pour graduer. Ils le font pour devenir un membre officiel du groupe dominant. Et ils pensent pas plus loin que le bout de leur nez. C'est des enfants, là, faut pas oublier. Puis l'adolescence, c'est connu. C'est la prise de risque, c'est le sentiment groupal, là, d'être en groupe, là. Puis c'est ce sentiment de puissance infinie, là. Rappelons-nous de nous-mêmes quand on était ados. On avait ce sentiment d'être immortel. Donc c'est ça l'adolescence, c'est la prise de risque. Alors ils utilisent ce qu'est un adolescent dans son développement intrinsèque, qui est commun à tous les ados, et ils utilisent les vulnérabilités de ces jeunes-là, et ils leur font miroiter un autre monde, en fait. Ils leur vendent des châteaux en Espagne, quoi. Puis moi, quand je m'en vais rencontrer les jeunes dans les écoles secondaires, ben, c'est un petit peu ça, je leur dis, à ton avis, pourquoi on rentre dans un gang? Puis bon, moi, je vais dans des quartiers où, dans la classe, il y en a peut-être 4 qui sont déjà dans les gangs, hein, sur 15 ou 16, là, tu sais. Donc, quand je leur pose la question, et puis les autres, ils baignent dans ça. Parce qu'il n'y a pas juste des familles criminogènes, là. Il y a aussi des quartiers criminogènes. Tu sais, le matin, quand tu te réveilles, puis que tu vas à l'école, puis que tu es sollicité 10 fois dans la rue, non pas par des policiers, mais par des dealers de drogue, puis que par des gars de gang qui te disent quand est-ce que tu viens, bro, et tu sais pas quand est-ce que tu vas te faire piquer à l'école ou avoir une balle dans la tête à la sortie de l'école, ben c'est sûr qu'à un moment donné, le gang, il devient plus protecteur que tes parents puis que la société en général. Là, Mme Mourani, ce à quoi on assiste actuellement, de notre perspective à nous à Québec, puis dites-le moi si je me trompe, mais l'impression qu'on a, c'est que là, les gangs de rue de Montréal, leur objectif,
c'est de rentrer dans le marché de Québec, qui doit être un marché payant pour la drogue, là, si je me fie à ce qui traîne dans les rues dans Saint-Roch, là. Mais c'est ça, non? Est-ce que c'est historique? Est-ce qu'il y a déjà eu une tentative comme ça de gang de rue criminalisée de Montréal d'envahir ou en tout cas d'investir le marché de Québec? Non, pas du tout. En fait, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe actuellement, c'est que il faut comprendre l'histoire des gangs à Montréal et au Québec en général. C'est que les gangs sont nés à Montréal. C'est pour ça que Québec et la grande région ont toujours cette pensée imaginaire que les gangs, c'est Montréal. Ouais. Non, c'est plus le cas. C'est-à-dire les gangs ont migré, soit parce que les gars déménageaient, soit parce que leur tête était mise à prix à Montréal, puis il fallait se faire un peu oublier. Donc, ils partaient un peu partout au Québec, dans les régions. Ils ont un petit peu exporté leur sous-culture, c'est-à-dire cette sous-culture gang de rue, avec tout ce que ça comporte. Là, je pourrais vous faire un cours d'une session là-dessus. Alors, ces gangs-là, quand ils partaient dans les régions, les différentes régions du Québec, ils partaient un petit peu pour former des succursales, des cliques, avec les jeunes du coin. Donc, les jeunes du coin ont commencé à adhérer à cette façon de faire de la criminalité. Et il y a eu des gangs qui ont poussé un peu partout dans différentes régions du Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y avait pas d'invasion de territoire. C'était plutôt comme si j'allais quelque part et j'ouvrais un business et puis j'embauchais les gens du coin. Puis, j'avais l'assentiment de tous les commerces de la place. Donc, les gangs de rue, les membres, pas les gangs, les membres qui allaient là-bas, qui faisaient des groupes, ils étaient en collaboration avec les Hells Angels. Donc, il n'y avait pas de conflit. Ouais. Alors, c'était les Hells qui dominaient et ils avaient, des gars de Montréal qui arrivaient, mais qui payaient les taxes ou quoi? Ouais, ils collaboraient. Ils jouaient le jeu. Voilà. Ouais. Par contre, ça c'est pour la drogue. Quand on parle de pimpage... Ça c'est la prostitution, c'est ça? Ouais, tout à fait. Quand on parle de proxénétisme, c'était très courant qu'il y avait des invasions. C'est-à-dire que les gars de Montréal partaient vers Québec, partaient un peu partout dans les régions, recrutaient les filles, revenaient à Montréal. Après ça, c'était on recrute, à Montréal, on envoie à Québec. Donc, il y a toujours eu une tolérance en ce qui concerne le proxénétisme. D'ailleurs, les gars me disent toujours ça, c'est plus démocratique, il n'y a pas de territorialité, on peut aller, on peut payer des petites cotes là pour faire danser les filles dans les bars, etc. Et donc, ils sont allés jusqu'à Niagara, ils sont allés jusqu'à Toronto, BC. C'est-à-dire, la prostitution, c'était vraiment, pour eux, un commerce transrégional et même transnational. Mais à quoi on assiste en ce moment, là? Avec les Hells qui semblent débordés par les gangs de rue issus de Montréal. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la drogue, c'était pas comme ça. Mais dans l'histoire du crime des groupes criminels, que ce soit les organisations criminelles qu'on connaît comme les mafias, les Hells et compagnie et les gangs de rue, il y a eu une grande alliance historique entre mafia, gangs de rue et Hells Angels, mafia italienne. Cette alliance-là, elle a fait en sorte qu'il y ait une paix jusqu'à 2019-2020, c'est-à-dire depuis que les plus gros joueurs ont été éliminés de la carte. Donc cette alliance est tombée à l'eau et dans cette alliance, elle avait été forcée à certains groupes. Il y a deux grands groupes, deux grandes familles de gangs, si vous voulez, à cette époque-là. C'était les Crips et les Bloods. Les Crips ont toujours bien collaboré avec les Hells. Je dirais même, c'est presque symbiotique avec les Hells. Il n'y a pas eu de grands conflits. Les Hells ont fait en sorte, c'était les Hells qui mettaient la main à la pâte un peu avec les gangs et la mafia italienne s'en mêlait pas. Et il y avait Syndicate, qui est un groupe qu'on disait un club-école, mais c'est pas un club-école pour moi. C'est vraiment un groupe qui a été créé pour des gars de gang, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les OG, c'est-à-dire des original gangsters. C'est toutes des
des personnes de 25 ans et plus, là. Donc, ça a été créé pour eux parce que majoritairement constitué d'individus qui ne pouvaient pas entrer dans les Hells Angels, qui ne pouvaient pas être patchés dans les Hells Angels, parce que dans la règle, dans la charte des Hells, les personnes de couleur sont interdites. Oui, ils ont fait une exception pour Gregory Willie, c'est ça. C'est ça, il y a les frères Zéphyr, tous les grands noms, là, appelons ça comme ça, là, des jeunes qui avaient 14 ans dans les années 80, là, qui ont gradué, là, qui ont trouvé ce groupe-là pour être les hommes de main des Hells Angels. Ouais. Et c'était vraiment les hommes de main des Hells Angels, et ils contrôlaient la rue, contrôlaient les petits gars, contrôlaient les gangs de rue. Mais ça, c'est fini. Cette bonne entente-là est clairement finie, là. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est pas une bonne entente, c'était une obligation. Il leur imposait les Hells. Et ceux qui détestaient ça, c'était les Bloods. Parce que la majorité des gars de Syndicate, c'est des anciens Crips. Donc, l'alliance a été facile avec les Hells. Alors qu'au fond, les Bloods, ils en ont tué plusieurs leaders des Bloods pour pouvoir les dominer, les amener à travailler pour eux. Alors, les Bloods ont toujours dit, un jour viendra, on prendra notre revanche. Et le jour est venu. C'est lorsque Dave Turmel, c'est-à-dire l'année dernière, Turmel, qui lui aussi est un ancien indépendant qui travaillait pour les Hells, décide un petit peu d'avoir sa propre gang, la BSM. Ouais. Et il est plus proche du style gang de rue que du style indépendant ou motard. Donc, il a beaucoup d'amis dans les Bloods, dans les Bloods, les Profit Boys, les 43, etc. Tous les gars de Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Montréal-Nord, toute cette gang-là, là, c'est toute la grande famille des Bloods. Et ils sont très amis. C'est-à-dire, ils ont des relations, pas seulement de business, mais d'amitié. Ce qui fait que ces gars-là, lorsque BSM a décidé de se révolter, il a montré à tous les gars de Montréal que les Hells, c'était pas des dieux, là. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un talon d'Achille. Là, alors, voilà. Ouais, voilà. Et donc, à partir de là, la traînée de poudre s'est allumée et maintenant, c'est fini. Maintenant, les Hells ont perdu leur... parce que dans le milieu criminel, il faut comprendre que l'un des capitaux... Le plus important, c'est le symbolique. Ouais. Le capital symbolique est très, très important parce que... Et c'est quoi ce capital-là? C'est faire peur. Ouais, c'est à démontrer ta force, démontrer que tu peux dominer et faire peur. Et ça passe par les médias. Oui, puis que Turmel réussit particulièrement bien dans ce domaine-là. Voilà. Madame Mourani, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement, mais ça a été très éclairant tout ça. Merci beaucoup de nous d'avoir pris un moment pour décrypter la situation pour nous ce matin. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Maria Mourani, criminologue et sociologue, qui nous parlait donc de cet incident qui est survenu à Frampton, en Beauce, la semaine dernière. Un adolescent de 14 ans qui est mort en attaquant un repère des Hells Angels.